Tu achètes un spray contre la mouche blanche tous les 7 à 10 jours. Dans une étude de 2019, un œillet d'Inde français a freiné ce ravageur autour des tomates toute la saison, parce qu'il était là dès le départ. Au début, ça ressemble à une poussière blanche. Tu frôles une tomate et quelques insectes minuscules s'envolent sous les feuilles. Rien d'impressionnant. Juste assez pour remettre le problème à demain. Le revers des jeunes feuilles est habité par les adultes. Plus bas, sur les feuilles âgées, il y a les larves, les pupes, les stades qu'on ne voit presque pas sans retourner la plante. Le geste paraît évident. Plaque jaune, spray prêt à l'emploi, savon potassique, huile, tout ce qui promet de calmer la scène. Le piège commence ici. La mouche blanche ne vend pas une bouteille. Elle installe un calendrier. Observer, retourner les feuilles, pulvériser jusqu'à mouiller le dessous, attendre, recommencer. Dans les recommandations polonaises pour les tomates sous abri, les plaques jaunes sont posées dès la plantation, 1 ou 2 pour 100 mètres carrés, avec une inspection chaque semaine. Le seuil d'alerte peut être minuscule, les premiers adultes sur les plaques ou quelques larves sous une feuille. Donc, quand on dit « j'en ai juste vu 2 ou 3 », la saison de surveillance a déjà commencé. Cette saison coûte rarement cher d'un seul coup. Pour 20 tomates, on peut passer par 1 ou 2 bouteilles pendant 1 mois de pression. Plus les plaques collantes, plus le temps à viser le revers des feuilles. Un spray prêt à l'emploi tourne souvent autour de 24 zlotys et un paquet de plaques jaunes autour de 15 à 20 zlotys. De petites sorties d'argent, assez régulières pour devenir normales. Le problème n'est pas que le jardinier pulvérise mal, le problème c'est que l'insecte vit là où le geste humain est le moins parfait. Les adultes bougent, les œufs restent, les larves attendent. Un dessous de feuilles, oublié, devient la réserve de la prochaine vague. Même les solutions douces exigent la même discipline. Couvrir, vérifier, répéter. Pendant ce temps, la tomate s'affaiblit sans bruit. Le miella colle aux feuilles. La fumagine noircit la surface. La lumière passe moins bien. La photosynthèse baisse et les fruits perdent en qualité. On croit gérer un ravageur. En réalité, chaque apparition déclenche un nouvel achat. L'industrie ne cache pas la difficulté. Elle vend la réponse sous une forme pratique. Une bouteille, une plaque, une dose, puis une autre. Mais si la mouche blanche trouve la tomate grâce aux signaux de la plante, la vraie bataille commence avant l'invasion. Pas avec un geste de panique, avec un environnement où la tomate devient plus difficile à trouver. Alors le vieux réflexe commence à se fissurer. Si l'insecte arrive guidé par des signaux, il existe une autre manière de défendre la tomate. Ne pas courir derrière la mouche blanche, mais brouiller sa route avant qu'elle s'installe. C'est là qu'entre en scène une paire très simple. Tomates et œillets d'Inde français, taguette spatula. Pas des fleurs jaunes parce que ça fait naturel. La plante précise, au bon endroit, au bon moment. En 2019, Newcastle University et le Stockbridge Technology Centre ont publié dans PLOS ONE des essais en serre sur cette association. Pas une vieille astuce repeinte en science. Des tomates, des œillets d'Inde français et des mouches blanches, observées assez strictement pour voir ce qui se passait vraiment. Le détail le plus important n'a rien de spectaculaire. Il est lent. Dans le premier essai, la différence ne s'est pas affichée le lendemain. Elle a commencé à devenir nette après environ 34 jours, puis s'est maintenue jusqu'au 48e jour. C'est ce que beaucoup ratent avec cette méthode. Ils attendent un effet de spray, alors que la plante travaille comme une présence de fond. Elle ne descend pas dans la serre avec une matraque. Elle change l'air. Et quand ce rythme revient au jardinier, la méthode peut grandir sans devenir compliquée. Un pot de tomates sur un balcon, c'est déjà un test. La tomate dans son grand contenant, un tagetes patula compact juste à côté. Une petite planche de 6 ou 8 tomates, c'est le même dessin répété. Des œillets dans les intervalles, pas seulement en bordure. Une serre de 20 pieds, c'est une petite architecture. 10 à 20 œillets d'Inde français dans la zone des tomates, 2 ou 4 plaques jaunes pour lire le mouvement, et une visite chaque semaine sous les feuilles. Ce qui change, ce n'est pas la plante, c'est la répétition. Un œillet isolé raconte une intention. Une présence régulière modifie l'ambiance. Et cette vieille astuce cesse d'être une astuce. Elle devient un plan de saison. Il faut aussi accepter ses limites, parce que ce sont elles qui rendent la méthode fiable. Si la serre est déjà pleine de mouches blanches, si les feuilles collent et que les adultes décollent en nuages, les œillets d'Inde ne vont pas effacer le mois perdu. On réduit d'abord la pression. Les feuilles les plus chargées, les plaques, un nettoyage, parfois un traitement local choisi avec prudence. Puis on remet la prévention au centre pour la vague suivante. Ce n'est pas un discours contre tous les produits, c'est un refus de vivre en réaction permanente. La logique commerciale aime les problèmes visibles. Elle arrive quand les feuilles brillent, quand le jardinier s'inquiète, quand la solution doit tenir dans la main. La logique biologique travaille plus tôt. Un semis en avril, une levée en une semaine quand il fait assez doux, une plantation en mai,
une plante basse qui prend sa place sans voler la lumière. Et pourtant, c'est là que l'économie commence. Un sachet de graines coûte quelques outils. Les pulvérisations évitées se comptent pendant toute la saison. 2 ou 3 traitements inutiles en moins suffisent déjà à rembourser largement les graines. Mais le plus grand gain n'est pas seulement dans le portefeuille, il est dans le changement de réflexe. Au lieu de demander quoi acheter, le jardinier regarde son système. Les taguettes sont assez proches, les plaques ne se remplissent pas d'un coup. Les dessous des feuilles restent de la propre. Les tomates continuent à pousser sans ce film collant qui annonce la suite. Cette précision protège aussi contre l'autre erreur, transformer la méthode en religion. Tagetes spatula n'est pas une amulette, ce n'est pas une preuve que tout ce qui est naturel fonctionne toujours. C'est une plante particulière, contre un ravageur particulier, dans une fenêtre de temps particulière. La science ne l'a pas rendue plus compliquée, elle l'a rendue plus exacte. Alors la conclusion est simple. La saison prochaine, ne pas attendre le premier nuage blanc. Installer les tomates et les œillets d'Inde français comme une seule scène dès le début. Garder les plaques pour surveiller, garder le pulvérisateur pour les cas où la pression passe malgré tout, mais ne plus donner à la bouteille le rôle principal. 2 plantes, un vieux tour et une idée très moderne. Le meilleur traitement est parfois celui qu'on n'a plus besoin de répéter. Les chercheurs ont relié les faits à des composés volatiles, surtout au limonène. Dans l'odeur de l'œillet d'Inde, cette molécule représentait environ 24% des composés détectés dans les fleurs et 21% dans les feuilles. Ce n'est donc pas la couleur orange qui fait le travail, ni une vague idée de compagnonnage. C'est une chimie aérienne qui modifie le comportement de l'insecte. Une mouche blanche qui hésite, qui se pose moins vite, qui trouve moins facilement la tomate, c'est déjà une population qui démarre plus lentement. Dans une serre, quelques jours gagnés au début changent le mois suivant. La partie la plus utile de l'étude est moins confortable. Les chercheurs ont aussi testé un scénario d'urgence. Les tomates étaient déjà sous forte pression, puis on ajoutait les œillets d'Inde ou des diffuseurs de limonène. Les œillets arrivés tard ont donné un effet faible. Les diffuseurs s'en sortirent mieux car ils apportaient une dose volatile dans un système déjà envahi. C'est la phrase à garder. L'œillet d'Inde n'est pas une ambulance. C'est une barrière qui doit être en place avant l'accident. Pour un petit potager, ça change tout. Le bon geste n'est pas de planter 3 fleurs quand les feuilles collent déjà au miella. Le bon geste, c'est de démarrer Tagetes spatula avec les tomates, dans la zone de culture, entre les plants, près des passages, en poche régulière, assez proche pour que son odeur fasse partie du même espace que le feuillage. La vraie dose n'est donc plus écrite en millilitres sur une étiquette. Elle se mesure en avance, en proximité et en continuité. Et cette continuité explique pourquoi le résultat ne ressemble pas à une bataille gagnée en une soirée. Avec Tagetes spatula, on ne cherche pas le choc, on cherche le brouillage. La mouche blanche n'entre pas dans une serre comme une poussière portée au hasard. Elle lit son monde avec des signaux fins. Odeur, lumière, jeunes pousses, dessous des feuilles. Pour elle, une tomate n'est pas seulement une plante verte, c'est une adresse. L'œillet d'Inde français vient parasiter cette adresse. Dans l'étude de 2019, les chercheurs ont isolé les odeurs émises par la plante. Le limonène ressortait nettement. Environ 24,01% du profil volatile des fleurs et 21,04% de celui des feuilles. Ce chiffre enlève une couche de folklore. On n'est pas dans « les fleurs protègent les légumes ». On est dans une molécule qui voyage dans l'air et modifie la décision d'un insecte. Le test le montre bien. Quand les mouches blanches devaient choisir une direction, elles allaient moins vers la zone associée à la fleur d'œillet d'Inde. Dans un essai, 10,5% ont choisi ce côté, contre 24,7% dans le contrôle. Ce n'est pas une disparition, c'est une hésitation mesurable. Et au jardin, l'hésitation compte. Une mouche qui ne se pose pas tout de suite pond moins vite au bon endroit. Une population qui démarre plus lentement donne du temps, voir les adultes, retourner les feuilles, retirer une feuille trop atteinte, garder les plaques jaunes comme témoins, au lieu de transformer chaque alerte en pulvérisation générale. C'est presque l'inverse de la logique du rayon jardinage. Là-bas, le problème devient un ennemi à abattre. Ici, l'idée est plus fine. Rendre la tomate moins évidente à trouver. Pas invincible, moins lisible. Les chercheurs ont limité l'accès des ennemis naturels dans leurs essais sous serre. Donc l'effet ne venait pas surtout de coccinelles ou de parasitoïdes. Le cœur du mécanisme restait cette relation directe. Tomate, œillet d'Inde, mouche blanche, air chargé de composés volatiles. C'est pour ça qu'il faut éviter les phrases trop larges. Dire « les œillets d'Inde repoussent les insectes » sonne bien, mais crée de fausses attentes. La version utile est plus précise. Contre la mouche blanche des serres, autour des tomates, Tagetes spatula peut ralentir la population grâce à ses odeurs. Surtout quand elle est là, avant que le ravageur prenne de l'avance. À ce moment-là, l'œillet d'Inde cesse d'être une décoration.
Il devient une pièce de l'architecture, une source d'odeur dans le passage de l'insecte, pas un remède, un obstacle discret, répété, vivant. Et dès qu'on comprend ça, la question pratique change. Il ne suffit plus de savoir quoi planter. Il faut savoir où, quand et avec quelle régularité pour que ce brouillage existe vraiment autour des tomates. Alors, on sort du symbole. Si l'œillet d'Inde agit par l'air autour de la tomate, il ne peut pas rester au bout d'une allée, comme une bordure décorative. Il doit entrer dans la zone de culture. Pour une petite serre ou une planche de tomate, il faut penser en rythme. Une tomate, un espace, un tagetes patula. Pas forcément une fleur pour chaque pied, mais assez pour que l'odeur ne soit pas un accident isolé. Sur 20 tomates, 10 à 20 œillets d'Inde français donnent déjà une présence sérieuse. Dans une serre étroite, on garde une ligne basse le long du passage, puis on en glisse entre les plants. En pot, un sujet compact voisin vaut mieux qu'une fleur perdue au bout de la terrasse. Le mot important, c'est compact. Tagetes patula, surtout les formes naines autour de 25 à 30 cm, restent dans son rôle. Il parfume l'espace sans voler la lumière aux tomates. Un grand œillet décoratif qui monte trop haut devient un concurrent. Le calendrier compte encore plus que la quantité. Les œillets doivent être prêts quand les tomates prennent leur place. En climat comme en Pologne, on peut les semer sous abri en avril ou directement au début de mai. À 16 à 20 degrés Celsius, ils lèvent en 7 à 10 jours. La plantation définitive arrive plutôt dans la seconde moitié de mai. C'est la différence entre une défense active et une fleur appelée trop tard. La grosse erreur est là. Beaucoup attendent le nuage blanc. Ils touchent une feuille, les adultes s'envolent, le dessous colle déjà, et seulement alors ils plantent des œillets d'Inde. Dans l'étude, ce scénario d'urgence a montré ses limites. Quand la population est installée, la plante compagne arrive dans une pièce où la fête a commencé depuis longtemps. Dans ce cas, il faut faire baisser la pression. Retirer les feuilles les plus atteintes, nettoyer le miella, utiliser les plaques jaunes, intervenir localement si nécessaire avec un produit doux en respectant l'étiquette, puis garder Tagetes patula comme base pour la suite. Ce qui protège, ce n'est pas la présence d'une fleur, c'est le dessin répété, des plantes basses placées dans la zone des tomates, dès le départ, sans excès d'azote qui ferait beaucoup de feuilles et peu de fleurs. L'objectif n'est pas d'avoir les plus gros œillets du quartier, c'est de créer de petites sources vivantes d'odeur, et on garde les yeux ouverts. Une fois par semaine, on retourne quelques feuilles. Les jeunes en haut pour les adultes, les plus âgés pour les stades immobiles. Les plaques jaunes restent utiles comme témoins. Si elles se remplissent vite, si les dessous montrent des larves, la pression monte. À ce moment-là, on n'a pas abandonné les outils du commerce. On leur a simplement retiré le poste de commandement. Le spray n'est plus le réflexe central. Il devient le secours. La vraie décision s'est jouée plus tôt, quand les tomates et les tagettes ont été plantés comme une seule architecture. Et c'est là que la méthode devient intéressante, parce qu'on peut arrêter de juger au feeling. J'ai l'impression qu'il y en a moins ne suffit pas. Une serre peut sembler calme le matin, puis révéler 20 adultes dès qu'on bouge une feuille. La mouche blanche adore ce genre d'illusion. Le bon réflexe, c'est de compter juste assez pour ne pas se raconter d'histoire. 2 ou 4 plaques jaunes dans une petite serre, pas comme arme principale, mais comme compteur. Elles disent si des adultes circulent. Ensuite, une fois par semaine, quelques feuilles retournées. Les jeunes feuilles pour les adultes. Les plus âgés pour les larves immobiles, ces petites écailles pâles collées dessous. En 3 minutes, on sait si le système tient. Le carnet reste simple. Date, capture, dessous des feuilles, intervention ou non. Au bout de 2 semaines, il montre ce que l'œil oublie. Une plaque qui se remplit lentement n'annonce pas la même chose qu'une plaque couverte en 4 jours. 2 larves isolées ne disent pas la même chose qu'un revers colonisé. C'est aussi comme ça qu'on mesure l'argent économisé, pas avec une promesse de « zéro ravageur », avec une ligne plus honnête, le nombre de fois où le pulvérisateur est resté au placard. Dans l'ancien scénario, chaque alerte déclenche presque le même geste. On voit quelques adultes, on ressort un spray, on traite le dessous des feuilles, puis on recommence si ça revient. Une bouteille à 24 ou 27 zlotys ne ruine personne, un paquet de plaques non plus. Mais sur 3 ou 4 mois, avec 20 tomates, ces petites dépenses s'additionnent. Remplir, viser, attendre, recommencer. Avec Tagetes patula, l'économie n'est pas spectaculaire le premier jour, elle apparaît dans les gestes qui n'ont pas eu lieu. La bouteille qu'on n'a pas rachetée, la pulvérisation générale remplacée par une feuille retirée à temps, la panique changée en lecture de tendance. C'est pour ça que les plaques jaunes ne doivent pas devenir une nouvelle dépendance. Elles sont le tableau de bord, pas le moteur. Utilisées comme piège miracle, elles ramènent à la même logique.
acheter plus de surface collante, puis encore plus. Leur vrai rôle est plus modeste, signaler que la pression monte avant le miella. Le point délicat, c'est de ne pas réagir trop vite. 3 adultes sur une plaque ne signifie pas attaque totale. On regarde l'évolution sur 7 à 14 jours, capture qui monte, larve sous les feuilles. Jeune, pousse, ralenti, dépôt, collant qui commence à briller. Là, on décide. On ne traite plus parce qu'on a peur. On intervient parce que les signes convergent. Parfois, il suffira d'enlever quelques feuilles. Parfois, il faudra une action douce et ciblée. Parfois, rien du tout. La vraie victoire n'est pas une serre stérile. Elle n'existe presque jamais. La vraie victoire, c'est quand le spray cesse d'être un abonnement invisible. Quand la plante compagne, les plaques, l'œil et le carnet travaillent ensemble. À ce moment-là, le jardinier ne sort plus sa carte bancaire à chaque nuage blanc. Il reprend le contrôle du rythme.